être à Cap depuis le 18 juin 40. À Karakorum, le grand Khan a un palais appuyé au mur de la ville, dans lesquels sont emmagasinés ses vivres et ses trésors. Et le Khan siège au chevet du nord, sur un lieu élevé, et lui-même trône tout en haut, comme un dieu. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage là les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. La nostalgie des grands empires est au travail de nos jours ostensiblement dans la tête de divers autocrates en Russie, en Turquie, en Iran, en Chine, dont l'ambition s'inscrit entre mémoire et fantasme. Ce matin, nous allons parler d'un cas que nul dictateur ne semble assurément vouloir ni pouvoir ressusciter, mais qui n'en est pas moins digne de toutes les attentions. Je veux parler de l'Empire mongol. Son importance historique fut essentielle, bien plus large qu'on ne l'a longtemps pensé. Marie Favreau, mon invitée, publie à ce sujet un livre indispensable qui vient d'être couronné par le Grand Prix des rendez-vous de l'histoire de Blois. Elle l'a intitulé « La Horde ». La Horde étant la partie occidentale de l'Empire mongol qui a surgi après la mort de Gengis Khan en 1227. Marie Favreau est maîtresse de conférences en histoire médiévale à l'université de Paris-Nanterre, après avoir appartenu à diverses institutions prestigieuses en Égypte, à Oxford et à Princeton, aux États-Unis. Avec elle, nous allons bousculer les stéréotypes et nous allons considérer la nature d'un ensemble politique sans pareil qui fut à l'origine de l'une des premières mondialisations et dont la domination s'étendit sur d'immenses espaces, des espaces divisés aujourd'hui entre le Kazakhstan, l'Ukraine, la Russie et l'Europe de l'Est. Une mobilité constante des hommes et des choses en fut l'un des traits majeurs. Le livre porte en sous-titre « Comment les Mongols ont changé le monde » et l'autrice en justifie pleinement la validité. Elle démontre en effet que grâce à une diplomatie appuyée sur de fructueuses alliances et orientée vers un puissant commerce international, la Horde étendit à grande distance, bien au-delà de ces fluctuantes frontières, des échanges matériels, culturels et religieux. La marque en a perduré longtemps après les 2 ou 3 siècles de son existence. Et jusqu'aujourd'hui, probablement. Ils sont cruels et bestiaux, plutôt des monstres que des êtres humains, plus sauvages que des lions ou des ours. Ils boivent de l'eau boueuse quand ils n'ont plus de sang à boire. Ainsi sont-ils arrivés, à la vitesse de l'éclair, jusqu'aux frontières de la chrétienté, paralysant tout le monde par la frayeur et l'épouvante inconcevable qu'ils inspirent. Matthieu de Paris, 1240. Marie Favreau, bonjour. Bonjour. Nous avons ouvert notre conversation du côté des stéréotypes, avec un extrait de la Chronica Majora, la chronique essentielle, importante, de Matthieu Paris, qui a écrit en 1240. C'est un texte lu par Frédéric Cantrell dans la Matinée des Autres, en juin 1989. C'était une émission de Jacqueline Collem. J'ai pensé qu'il fallait commencer précisément par les idées reçues, non ? Oui, je pense que pour moi aussi, ça a été un moment important au début de mes recherches, de découvrir dans mes sources une image totalement différente des Mongols par rapport à celle dont j'avais entendu parler, moi également. On voit qu'il y a des sources médiévales qui montrent à quel point les Mongols étaient terribles. Matthieu Paris, qui n'a jamais été dans l'Empire, mais qui avait des raisons politiques très claires de montrer qu'il fallait faire la croisade contre ces nouveaux venus qui n'étaient peut-être pas vraiment chrétiens. Quand on ne connaît pas son sujet, il est plus aisé de le déformer. Absolument. On peut faire une sorte de litanie de toutes les déformations, les mythologies, y compris dans les films et même les jeux vidéo contemporains.
Oui, alors ça dure jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est de voir que les Mongols font partie de ces populations et de ces grands ensembles politiques qui n'ont pas fait table rase des écrits qui circulaient sur eux. Souvent, à l'époque médiévale, au début de la période moderne, on sait que les pouvoirs, quand ils s'installent, une des premières choses, c'est qu'ils reprennent les archives et font réécrire l'histoire pour se mettre en valeur ou pour enlever ce qui pourrait faire préjudice ou leur donner une mauvaise image. Ce que les Mongols n'ont absolument pas fait. Ils ont laissé beaucoup de choses circuler sur eux en se disant que si il y avait des éléments sur la terreur, qu'ils avaient pu apporter à certaines populations, ça pouvait permettre aussi le fait que les gens n'allaient pas se révolter, etc. Donc ça pouvait être un artifice aussi une manière d'utiliser la peur quand même si ça n'avait pas eu lieu. Donc ils ont laissé circuler une image comme ça, négative sur eux. Avec comme effet que dans nos esprits circule encore un certain nombre d'idées presque farfelues sous votre regard de spécialiste. L'idée d'une économie de prédation, oui, qui ne serait fondée que sur le pillage. Oui. Ça rejoint l'image très négative du nomade qui va vraiment se développer à partir du 19e siècle et qui est très courante au 20e siècle. Dans les ouvrages des historiens, souvent les historiens assez nationalistes ou assez tournés vers les questions de construction impériale sur un modèle français ou britannique, avec cette idée que les nomades, ils sont contre la civilisation, ils sont contre la cité, et donc ils ne peuvent pas développer la productivité au sein de l'Empire et après au sein de l'État. Ça nous conduit au cœur de ce qui sera notre conversation pendant une heure, Marie Favreau. Mais auparavant, peut-être faut-il, pour nos auditrices et nos auditeurs, aussi savants qu'ils soient, rappeler dans l'espace et dans le temps ce qu'a été l'Empire mongol, parce que, comme toujours on le dit en histoire, c'est plus compliqué qu'on ne le croit. Oui, absolument. Les Mongols, les premières sources que nous avons sur celui qui va devenir le fondateur de l'Empire, Gengis Khan, Genghis Khan. Vous me permettrez de dire Gengis Khan ? Absolument. Date vraiment du début du XIIIe siècle. On a très peu de choses sur la fin du XIIe siècle, même si on sait qu'il y a déjà des populations appelées mongoles dans une grande région qui se trouve en gros au niveau du nord-est de l'Asie actuelle, au niveau de la Mongolie contemporaine, dans les steppes, et puis les forêts quand même. Les forêts, il faut bien penser que c'est le nord du monde, que c'est le sud de la Sibérie aussi, qui n'est pas loin. Et donc c'est un monde qui joint les deux. Et à partir de 1206, Genghis Khan a réussi à unifier les forces de ces populations nomades qui sont relativement nombreuses dans ces régions-là, très dynamiques. Et le terme qu'ils utilisent pour se lier les uns les autres, c'est mongol. Moi, j'aime le montrer comme un terme politique. C'est un nom de ralliement, en quelque sorte. Et donc, à partir de 1206, en fait, l'œuvre de Genghis Khan est très avancée. Il a déjà plus de 40 ans. Il est déjà très installé comme souverain. Il va régner 15 ans. Et voilà. Et ensuite, il va régner, mais l'expansion des Mongols et des nomades va aller au-delà de la steppe, à partir de 1206. Parce qu'il n'y a pas que les Mongols dans ces steppes. Il y a beaucoup d'autres peuples. Et pourquoi eux, alors ? Dans les steppes, il y a beaucoup de populations quand même principalement nomades, même si on sait qu'il y a des pratiques d'agriculture. Et puis, il y a aussi des Turcs, en fait. Les Turcs qu'on connaît aujourd'hui, associés à la Turquie et à l'Anatolie, ils viennent de l'espace qui est la Mongolie actuelle. Et à l'époque de Genghis Khan, ils sont nombreux, pas du tout encore convertis à l'islam, plutôt chrétiens, souvent. Donc, les steppes mongoles sont assez ouvertes sur des mélanges. Déjà, au début du XIIIe siècle, on connaît le christianisme, on connaît différentes langues, et puis on a des voisins puissants, notamment au nord de la Chine et en Asie centrale, où là, donc, la présence de l'islam est très importante. Et c'est vers ces deux grands voisins, nord de la Chine et puis Asie centrale, que Genghis Khan et ses troupes vont se tourner et vont renégocier leur rapport de force commercial, politique, avec les pouvoirs en place. Et donc, c'est le début de ce qu'on va appeler l'Empire mongol, la grande expansion qui va durer en fait un siècle. Il faut que vous nous expliquiez pourquoi vous avez braqué votre attention sur un aspect, sur une fraction de l'Empire mongol, c'est-à-dire la Horde. Une fois Gengis Khan disparu en 1227, le problème de la succession se pose. Vous vous méfiez à juste titre des rapprochements, mais enfin on pense quand même à l'héritage de Charlemagne. Comment s'accommoder du fait qu'on a plusieurs fils ?
Oui, absolument. C'est vrai que c'est un des éléments qui m'a le plus intéressé, c'était la passation de pouvoir et la complexité de cette passation de pouvoir, parce qu'il m'a semblé que c'était là aussi où le politique se jouait. C'était dans ces moments-là. Comment se réunissent les grandes assemblées, comment on choisit un nouveau souverain, quels sont les enjeux. Et donc, dans le cas de Genghis Khan, l'idée la succession portait sur 4 de ses fils potentiellement, qui vont donner lieu à en fait 4 lignages importants. Donc, il y a 4 fils qu'il a eu par sa première épouse, et l'importance de la première épouse est très significative dans la vie politique mongole. Un souverain a de nombreuses femmes, mais seule la première épouse ou l'épouse en chef peut donner les successeurs en fait. La horde, ce mot surprend un peu, il faut que vous nous l'expliquiez. Pour nous, la horde signifie un désordre, une troupe mal organisée, avançant de façon échevelée. Or, c'est tout autre chose. Tout autre chose qui apparaît dans les sources. En effet, donc moi j'ai travaillé sur le lignage du fils aîné de Genghis Khan, qui s'installe dans les régions qui correspondent aujourd'hui à l'Ukraine, la Russie, une partie du Kazakhstan, une immense région au nord-ouest de l'Empire. Et le terme qu'on trouve dans les documents officiels pour nommer cet empire dans l'empire, si on veut, c'est horde. Alors sous la forme plutôt horda dans les documents que nous avons. Ça remonte à la Chine de l'époque des Han, si j'ai bien compris. Voilà, alors moi j'ai fait exactement une petite archéologie du terme, essayer de savoir mais quand est-ce qu'il apparaît pour la première fois, etc. Et effectivement, c'est un terme qui existait déjà dans les sources chinoises, mais pour désigner un pouvoir nomade. Les Han, c'était à cheval sur notre ère, entre 206 avant et 220 après. Et il est probable que le terme ait pu être utilisé avant, en tout cas on peut tout à fait l'imaginer, on n'a pas forcément les sources, mais c'est déjà un terme qui montre une organisation d'ordre, quelque chose qui est d'ordre politique, collectif, et donc ça va prendre des formes après aussi en turc, ordo, ordou, ça va circuler dans l'Est, principalement dans l'Est de l'Asie, jusqu'au XIIIe siècle, où ce fameux terme apparaît partout dans nos sources latines, arabes, persanes, slaves. Tout d'un coup, on a ce mot de horde qui apparaît. Et qui n'est pas dépréciatif. Comment expliquer cette évolution dépréciative du mot horde alors ? L'évolution dépréciative, je dirais qu'elle est vraiment liée à mes yeux à l'historiographie plus contemporaine qui s'est constituée à partir du 19e siècle et du 20e siècle, dont j'ai parlé sur cette image du nomade qui est barbare, le nomade qui est contre l'État, le nomade contre la civilisation, et dont l'organisation typique, horde, est forcément violence militaire, alors que dans les documents donc anciens, nous voyons une organisation dont il est question de famille, en fait, une question de femmes et d'enfants qui se déplacent relativement paisiblement. C'est pas du tout nécessairement une armée, certainement pas une armée en campagne, mais c'est un corps mobile, un corps social mobile. Il faut que vous nous rappeliez jusqu'à quand a duré cet empire mongol. Qu'est-ce qui s'est passé ? On est arrivé à une période de catastrophe et ça a duré au-delà. Alors, ça dépend des régions. Ça a duré, en tout cas, certainement jusqu'à la deuxième moitié du XIVe siècle. Et là, autour notamment de l'épisode grande épidémie de peste qu'on appelle la mort noire, évidemment, l'Empire a en partie perdu ses forces commerciales, mais il y a eu aussi des problèmes internes, d'autres pressions. La peste en Europe, en tout cas. Voilà. Et donc, à cette période-là, les régions du sud de l'Empire, en gros la Chine, l'Iran, on va dire, sont des régions qui vont être perdues pour les Mongols, en partie. Mais la région sur laquelle j'ai travaillé, la Horde, justement, donc le nord-ouest, reste extrêmement organisé, reste un empire en fait, puissant, et domine la Russie, enfin les principautés russes qui sont fragmentées à l'époque, quasiment jusqu'au XVIe siècle. Et en fait, jusqu'au XVIe siècle, on voit l'importance des nomades dans des régions qui sont aujourd'hui Volga, mer Noire. Exactement, la Volga, la mer Noire. Les nomades restent les interlocuteurs privilégiés et les plus impressionnants pour le prince russe. C'est vraiment l'héritage mongol celui qui est le plus dans la longue durée, s'inscrivait dans ces régions-là. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles ça m'a intéressé particulièrement, dire encore au début du XVIe siècle, on parle mongol au sud de Moscou, c'est quand même pas inintéressant. Dans durée, c'est-à-dire jusqu'à quand il y a un moment d'effondrement. Il n'y a pas un moment précis d'effondrement, il y a plusieurs temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la moitié, donc dans les années 1550, donc c'est l'époque de celui qu'on appelle Ivan Grozny, Ivan le Terrible, Ivan IV, les Russes conquièrent des villes qui étaient importantes pour les Mongols en vallée de la Volga, surtout Astrakhan, Kazan, qui est aujourd'hui la capitale du Tatarstan, du pays tatar en Russie. Et donc on peut se dire, à ce moment-là, les Mongols ne sont plus en position de force par rapport aux Russes. Et c'est clairement une autre période qui commence. Mais les pouvoirs nomades restent forts en Asie centrale et en Crimée. En Crimée, on a une branche du pouvoir issue de Genghis Khan, issue de son fils aîné, issue de la Horde en fait, qui va rester
remonter jusqu'au XVIIIe siècle. Le monde les Khanes tatar. de Crimée, exactement. Qui sera ensuite largement expulsé par Staline. Voilà, exactement. Et donc qui aujourd'hui essaye d'ailleurs de recoller les morceaux de son identité avec une grande difficulté. Les gens sont revenus, ont essayé de retrouver aussi les cimetières anciens, mais il y a des traces du XIVe siècle, de l'installation des Mongols au XIVe siècle et à la fin du XIIIe siècle en Crimée, encore aujourd'hui. Et puis il y a un nom qui sonne également dans nos mémoires, quasiment depuis notre enfance. C'est le nom épouvantable de Tamerlan, qui est entouré également d'une légende noire épouvantable, avec notamment les pyramides de crâne, etc. Oui, et pourtant, quand on regarde les échanges et les documents de l'époque, on sait que Timur était un souverain considéré comme extrêmement avancé. Vous dites Timur parce que c'est Tamerlan. Absolument, Timur Ilenk, donc Timur le Boiteux, qui était son surnom, négatif bien sûr, mais sinon c'est le grand Timur, qui se rattache en partie à la famille de Genghis Khan, dont il réclame l'héritage. C'est vraiment quelqu'un qui a été formé dans l'Empire mongol, c'est un émir au service des Mongols, Timur, donc c'est vraiment quelqu'un qui est dans la lignée de ce grand empire mongol. Un bek, l'appelez-vous, c'est-à-dire des seigneurs du cran en dessous, mais qui ensuite se promeuvent leur destin jusqu'au sommet, c'est bien ça? Voilà, c'est exactement ça. Donc, ce sont des grands chefs. Et effectivement, bey, c'est le terme qui circule dans les sources martiennes turques. Sinon, le terme émir aussi revient pour parler de ces chefs. Il ne prendra, Tamerlan ne prendra jamais le titre de Khan. Il ne peut y prétendre puisqu'il n'est pas descendant direct Khan, c'est de ce que nous Genghis appelons Khan. Khan. On est obligé finalement Voilà, exactement. il faut que nous mettions d'accord sur la prononciation. Je m'en tiens prudemment à celle de nos manuels anciens. Et Khan ou Khan veut dire empereur en fait. C'est comme ça qu'on pourrait le traduire. Marie Favreau, on est curieux de savoir sur quelle source vous êtes appuyée. Il y en a beaucoup qui proviennent de l'Empire mongol lui-même? Énormément. Et ce qui a, là, ça me rappelle mes premiers temps de recherche. Même quand j'étais déjà en master, je me suis intéressée à ce sujet. On m'avait dit, vous trouverez pas assez de sources. Les Mongols, c'est des nomades, c'est un pouvoir qui est lié à l'oralité. Vous n'aurez que des sources comme celles qu'on a écoutées, comme Mathieu Paris, qui vont être négatives, qui vont être celles des sujets. Ce sera pas intéressant. On pourrait pas reconstruire cet état de l'intérieur. En réalité, les Mongols, dès l'époque de Genghis Khan, produisent des documents écrits pour leur administration. Et ils décident très vite d'avoir des documents dans toutes les langues de leur empire. Donc il y a un multilinguisme qui est tout à fait passionnant. Et comme vous les parlez toutes, vous pouvez... Je ne les parle pas toutes, mais celles de la Horde, les plus importantes, je dirais, donc c'est le turc, le russe. Évidemment, on a des sources russes très intéressantes, qui sont des sujets directs des souverains mongols. On a des sources aussi liées au commerce. Les marchands italiens ont fait des contrats avec les Khan de la Horde, et on a les traces de ces contrats donc en italien médiéval et en latin. Donc ça, j'ai travaillé les Mamelouks dessus. aussi, j'ai bien compris. Et les Mamelouks. Donc là, ça a été une autre grande partie de mon parcours. C'était le travail sur les relations entre le sultanat mamelouk d'Égypte et de Syrie et les Mongols, puisque les Mamelouks sont, pour certains, issus du commerce des esclaves militaires qui viennent des terres de la Horde, et donc pour certains sont mongols. Et d'autres turcophones, mais leurs échanges se faisaient par écrit, une grande diplomatie entre la Horde et le sultanat mamelouk, et ces écrits sont en arabe. Et donc ça, c'était une des langues sur lesquelles j'ai travaillé, essayer de montrer à quel point ces sources étaient extrêmement intéressantes pour reconstruire les relations diplomatiques, commerciales, artisanales, culturelles entre ces deux pans du monde. Et quand des gens parfois sont surpris au niveau de la géopolitique, quand ils pensent aux liens curieux qu'ils peuvent voir entre la Russie et la Syrie, par exemple, à l'époque mongole, c'est deux régions du monde qui sont très liées et qui échangent énormément. Et puis vous faites votre miel, comme il est naturel, d'autres sources, par exemple l'archéologie. L'archéologie, bien sûr, parce qu'on a beaucoup d'archéologie sur ces terres de l'Empire mongol, notamment par des archéologues russes depuis le 19e siècle. Et voulant travailler sur tout ça, dès la période où j'ai pu avoir des bourses d'études, je suis allée donc en thèse dans les régions du sud de la Russie où on voyait encore des monuments de la période mongole. Et j'ai été absolument fascinée par les paysages. Et je me suis rendu compte que l'expérience physique d'être sur place, de marcher le long de la Volga, de voir les distances entre les monuments, de me déplacer selon les saisons aussi, et de voir que les déplacements selon les saisons sont absolument pas les mêmes. On va beaucoup plus vite en hiver parce qu'on peut marcher sur les fleuves quand ils sont glacés. Pour moi, il y a le document d'archives qu'on a dans les mains, et je suis historienne, j'adore les archives. C'est hyper important pour moi comme lieu, mais c'est vrai que pour moi, le paysage est un lieu d'archives aussi. J'en parle à mes étudiants tout le temps, je leur dis, il faut que vous alliez sur place, même si les tracés des rivières ont pu changer, même si bien sûr il y a des constructions maintenant qui montrent que les paysages ont évolué, ça change tout de pouvoir aller sur place. Et d'ailleurs, un étudiant
qui va sur son terrain visiter revient toujours avec une vision différente de son sujet d'étude. Le problème, si vous l'expliquez bien quelque part, c'est que comme les villes étaient assez éphémères, il y a moins de traces archéologiques d'un urbanisme spécifique. Oui, l'archéologie c'est un peu particulier, mais en même temps, il y a des traces malgré tout de ces villes que les Mongols ont fait construire, même s'ils étaient nomades, pas pour y habiter, ce qui est quand même assez étonnant, mais pour soit installer une partie de leur population et faire vivre les religieux, les artisans qui avaient besoin de rester sur place dans la longue durée, pour aussi marquer leur rapport au territoire, construire des monuments dont ils étaient fiers. Mais ces villes ont disparu. D'abord parce que pour les Mongols, quand on est en grande difficulté dans le cadre d'un conflit politique, militaire ou climatique, une des premières choses qu'on abandonne finalement, c'est la ville. C'est là où c'est tellement différent comme rapport à la ville. Si on compare avec, on va parler de Charlemagne ou d'autres, défendre une ville jusqu'au bout, ça n'a aucun sens pour les Mongols. L'important, c'est que le peuple survive, c'est que la population survive. Les tentes, murailles de feutre. Les tentes, murailles de feutre, voilà, ce qui nous permettent de quitter un lieu qui n'est plus sain ou qui ne peut plus être défendu. Et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas quelque part maintenu leur ville après le XIVe siècle dans de nombreuses régions. Et puis par ailleurs, à cette période-là, on recycle, on remploie les briques magnifiques parce que les villes sont construites dans des briques d'extrêmement bonne qualité. Elles sont réutilisées tout de suite par les nouveaux pouvoirs, par les paysans, etc. Donc des morceaux de villes mongoles ont permis de construire jusqu'à aujourd'hui des monastères, des villages, même ça a été repris dans le cas d'usines, on sait, bien plus tard. Voilà. Par parenthèse, est-ce qu'on a une idée du poids démographique de cet empire mongol par rapport aussi à aujourd'hui où la Mongolie extérieure et la Mongolie intérieure en Chine sont peuplées de façon très menue. Oui, surtout la Mongolie extérieure. Enfin, quelques millions. Exactement autour de 3 millions. Mais certainement, il y a une disparité très forte entre les populations sédentaires et les populations nomades dans l'empire mongol. Donc, vous avez des populations nomades qui sont de l'ordre d'1 million à mon avis, au maximum, même si vraiment c'est difficile de dire par rapport au peu de sources qu'on a, mais tout de même, et des centaines de millions quand on regarde leur sujet. C'est en somme aussi pourquoi on a parlé d'un peuple à cheval. Vous refusez le terme Pax Mongolica, qui est copié sur Pax Romana, vous préférez la notion d'état mobile, un peuple toujours à cheval. Marco Polo, grand voyageur, qui a joué un rôle essentiel pour la connaissance et la mythologie des Mongols, puisqu'il a voyagé une génération après la mort de Gengis Khan, deuxième partie du XIIIe siècle. Marco Polo s'exprime de la sorte à propos du peuple à cheval, les Mongols et leurs chevaux. Écoutez, c'est un extrait de la même émission que j'évoquais tout à l'heure, de la matinée des autres, de juin 1989. Quand ils vont par une longue route, ils n'emportent rien comme harnois, et notamment des choses pour dormir. Ils vivent la plupart du temps de lait. De chevaux et juments, il y a environ 18 par homme. Et quand un cheval est fatigué par la route, on en prend un autre en échange. Ils ne transportent pas de vivres, fort 1 ou 2 outres de cuir, là où ils mettent leur lait qu'ils boivent. Et emportent chacun une pignate. C'est un pot de terre, là où ils cuisent leur viande. Quelquefois, quand il faut et que la presse d'une entreprise oblige à un long chemin en hâte, ils chevauchent bien 10 journées sans nulle viande cuite et sans faire de feu, car la cuisson des aliments retarderait leur chevauchée. Ils se passent de fruits et, souvent, par besoin de vin ou d'eau, vivent du sang de leurs chevaux. Quand l'armée part pour la guerre ou pour toute autre nécessité, plus volontiers et bravement que le reste du monde, ils se soumettent au labeur, et maintes fois, s'il le faut, l'homme ira ou demeurera tout un mois sans autre nourriture que le lait d'une jument et la chair des bêtes qu'il tuera avec son arc. Et son cheval paîtra n'importe quelle herbe il trouvera au bord des pistes en marchant, tant qu'il n'a nul besoin de porter avoine, foin ou paille. Ils sont très obéissants à leur seigneur. Vous dit que, s'il le faut, il demeure 2 jours et 2 nuits à cheval sans descendre. L'homme demeure toute la nuit sur le cheval avec ses armes, il dort sur le cheval, et le cheval ira cependant paissant l'herbe qu'il trouve. Ce sont les gens au monde qui plus durement travaillent et supportent fatigue, font la plus faible dépense et se contentent d'un petit manger. Et voilà pourquoi mieux sont que d'autres pour conquérir cité, terre et royaume.
Pour une civilisation à cheval, cela a beaucoup frappé les voyageurs, Marie Favreau. Oui, c'est tellement important ce rapport entre cette société et les chevaux, le fait que c'est ces chevaux qui permettent la mobilité, c'est aussi ces chevaux qui sont éventuellement en fait enterrés parfois avec leur maître. Ce sont aussi toutes ces femmes à cheval. J'ai beaucoup insisté dans ma description de la horde. Je voulais que les gens comprennent ce que c'était une horde et donc ces hommes à cheval qui se déplacent. Comment se déplacent-ils? Et souvent, ce sont des chariots sur lesquels des tentes sont posées, qui sont tirés par des chevaux, ou par des chameaux, ou par des bœufs, en fait. Et cette corrélation forte entre la vie des troupeaux et la vie des hommes, je la trouve extrêmement intéressante parce qu'elle, parfois, dicte le temps politique chez les Mongols, qui vivent selon les saisons pour préserver le bien-être des troupeaux, se battent souvent et font la guerre en hiver, mais par contre, à partir de la belle saison, s'arrêtent parce que les troupeaux, et notamment les chevaux, ont besoin c'est le temps de la lactation, ont besoin de calme et ont besoin de paître, et c'est le moment où les Mongols organisent leurs grandes assemblées pendant l'été, où on boit du lait de jument fermenté, on festoie, c'est aussi le temps politique où les gens se rassemblent dans l'Empire. Et j'ai trouvé intéressant de travailler sur ces immenses distances où, une époque où on n'a pas les moyens de communication actuels, néanmoins, il faut pouvoir se rencontrer parce qu'on ne fait pas politique à distance. Et en même temps, vous montrez que c'est intéressant que cet éloignement, que cette vastitude sont des facteurs de paix. Comme on est moins les uns sur les autres, on peut plus facilement trouver des compromis. Absolument, ça c'est quelque chose qui m'avait aussi fasciné, c'était de voir comment, dans un cas de conflit politique, justement deux frères qui briguent le trône, comment se mettent-ils d'accord? Comment on accepte aussi que le frère aîné, par exemple, n'ait pas le pouvoir, mais ce soit donné à un cadet? Je pense que c'est des questions qui sont intéressantes aussi quand on travaille sur d'autres dynasties, et de voir que chez les Mongols, il y a des moyens d'être dans le consensus, des moyens de se mettre d'accord, et en particulier, effectivement, se séparer paisiblement au lieu de se faire la guerre, parce que ce sont des espaces qui le permettent aussi, et sans doute à une période où le climat aussi permettait une certaine plénitude aussi pour les troupeaux, et puis en partie pour l'agriculture. Donc voilà, le rapport de l'homme à l'espace et de la manière avec laquelle cet empire mongol, cette horde, s'étend ou se rétracte, se transforme en fait, et devient vraiment plastique en quelque sorte. Cette plasticité parcourt tous vos travaux, Marie Favreau. Vous promouvez en même temps l'idée que le nomadisme ne s'oppose pas au renforcement de l'État et que sur une durée de près de 3 siècles, il a pu, à cause de cette adaptabilité, durer. Ce qui m'intéressait dans ce travail autour du terme horde que je voulais vraiment garder, c'était de pouvoir montrer que c'est une forme d'organisation qui n'a rien à envier à d'autres empires, ensuite Charlemagne ou l'Empire romain. Ce sont des organisations très sophistiquées, anciennes. On sait que les premiers empires nomades remontent à plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Donc il y a un héritage en fait de ces empires que les Mongols portent. Alors portent à un niveau inégalé certes, mais il y a cette mémoire des empires du passé. Et je trouvais intéressant, c'est ce qui m'est apparu dans mes documents, de pouvoir montrer aussi au grand public que ces nomades ne vont pas se sédentariser, contrairement à cette image du guerrier nomade qui tout d'un coup découvre la civilisation, découvre la ville et évidemment s'installe en ville et se transforme. Je trouve que ce qui est tout à fait incroyable dans cette organisation sociale, c'est qu'il y a cette plasticité, cette adaptabilité, comme on l'a dit, et en même temps, une identité qui perdure, une identité qui n'est pas mise en danger, visiblement, qui reste nomade et reste mongole. J'avais été chercher dans les sources, par exemple, ce qu'ils disaient d'eux-mêmes en tant que nomades, puisqu'on parle d'eux en nomades, mais est-ce que eux ont conscience et qu'est-ce qu'ils en disent? Et ce que j'avais lu de tout à fait intéressant, c'était le fait que pour eux, par exemple, la vie nomade, c'est la vie la plus confortable qu'on puisse imaginer. Dire qu'une tente par rapport à un château ou une maison de ville, c'est 1000 fois plus confortable parce qu'on y installe les fourrures, parce qu'il y fait chaud, parce que quand au contraire dehors il fait très chaud, on peut créer des courants d'air. Donc il y a une adaptabilité de la tente qui est pour eux une évidence. C'est aussi la tente, effectivement, un moyen de se déplacer vite si on est mis en danger. C'est un moyen d'accéder à des terres plus agréables en fonction des saisons. Donc pour eux, ça n'a aucun sens en fait de se sédentariser. Ça n'apporte rien, même au niveau du bien-être. Et notre idée autour du luxe, où on se dit le luxe c'est la ville, c'est le palais, ça marche pas du tout dans le cas des Mongols. Un observateur, un autre que Marco Polo et Guillaume de Rubruck, qui a été également un voyageur de ces temps-là et qui a proposé un livre qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle moins que Marco Polo, mais enfin, Voyage dans l'Empire mongol,
Je vous propose d'en entendre un extrait. C'est une lecture de René Clermont dans Le siècle de Saint-Louis en novembre 1970, une émission de Régine Pernoud. Il y a dans ce pays beaucoup de provinces dont plusieurs ne sont pas encore soumises aux Mongols. Une mer s'étend entre eux et l'Inde. Ces Kateis sont des hommes petits et aspirent beaucoup du nez en parlant. Et comme il en est en général de tous les orientaux, ils ont les yeux petits. À Karakorum, le grand khan a un palais appuyé au mur de la ville et clôturé par un mur de briques, comme sont fermés chez nous les prieurés des moines. Il fait 2 fois par an une réunion de buveurs, une fois vers Pâques, lorsqu'il passe par là, une autre fois en été, quand il revient. Cette dernière est la plus grande parce qu'alors se réunissent à la cour tous les nobles qui sont en chemin à 2 mois de là, où qu'ils soient. Et alors, il leur distribue des vêtements et des cadeaux et montre ainsi la grandeur de sa gloire. Il y a là plusieurs maisons longues comme des granges dans lesquelles sont emmagasinés ses vivres et ses trésors. Et ce palais est comme une église, ayant une nef au milieu et 2 côtés séparés par 2 rangs de colonnes, avec 3 portes au midi. Et le khan siège au chevet du nord, sur un lieu élevé, de telle façon qu'il peut être vu de tous. Et il y a là 2 escaliers pour monter jusqu'à lui. Par l'un, on monte pour lui porter sa coupe, et on descend par l'autre. Et lui-même trône tout en haut, comme un dieu. Marie Favreau, vous voyez là une métaphore du pouvoir tel qu'il s'exerce et que nous aimerions mieux comprendre? Je pense que cette source tout à fait incroyable, Guillaume de Rubruck, nous apporte énormément d'éclairage intéressant et une vraie visite de l'intérieur de l'Empire. Donc c'est un franciscain, Rubruck, et vous savez que les franciscains ont vraiment été extrêmement passionnés par l'Empire mongol. Ils l'ont décrit, ils l'ont traversé, ils s'y sont installés. Les jésuites ont préféré les Chinois. Après, ça va donner une tradition de missionnaire, effectivement, en Asie, qui va avoir une longue histoire jusqu'à la période contemporaine. Mais à l'époque mongole, ce sont principalement franciscains dominicains qui sont installés dans l'Empire et qui participent à ces grandes assemblées, qui sont des témoins pour nous. On se met un petit peu dans leur pas, en fait, quand on lit leurs ouvrages. Et Guillaume de Rubruck décrit là très bien 2 choses, je pense. L'une, c'est ces fameuses assemblées dont j'ai parlé à la belle saison. On y boit du lait de jument fermenté, de l'aïrak, qu'on peut toujours boire en Mongolie aujourd'hui. C'est uniquement produit à la belle saison. C'est bon. C'est le moment de l'assemblée. Moi, j'adore. Mais voilà, chacun... Moi, je pense que ce qui est certain, c'est que par contre, on a montré à quel point c'est une boisson extrêmement bonne pour la santé et que ça permet aux mangeurs de viande, que sont les Mongols, d'être moins atteints de la goutte, ou de types de maladies, les maladies des reins, etc., qui touchent tous les souverains à la période médiévale. Mais bon, ça leur permet quand même de rétablir un peu leur équilibre alimentaire, et ça fait partie de... Voilà. En fait, dans mon livre, j'ai tout un chapitre sur le lait de jument fermenté, en disant ce sont des guerriers qui ont fait, finalement, mener leur conquête sous lait de jument fermenté, donc c'est assez... Pour rester dans le domaine du fonctionnement de ce pouvoir, vous le montrez à la fois mouvant, déployable, c'est votre expression, et finalement... très endurant. Endurant, effectivement, c'est vraiment comme ça qu'on a envie de voir ces Mongols à cheval, sur ces si longues distances, capables aussi de faire face à des températures très 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 froides. C'est vraiment des gens du Nord. Et ils sont endurants aussi dans leur politique. Ce qui est intéressant, c'est que malgré les changements de pouvoir, violents parfois, les difficultés de passation de pouvoir, ils sont tout à fait capables de maintenir des choix politiques sur le très long terme. Et ils ont mémoire des édits politiques ou des édits administratifs publiés, entre guillemets, ou en tout cas rédigés sous l'époque de Genghis Khan, en particulier dans le rapport à leurs sujets qui sont de différentes religions et qui, en fonction de leur religion, alors principalement donc bouddhistes, musulmans, on a aussi taoïstes, chrétiens sont très nombreux également, les juifs sont importants aussi dans l'Empire mongol, et bien toutes ces religions-là ont des sortes de contrats avec le pouvoir mongol. Les élites religieuses n'ont pas à payer l'impôt, le plus grand impôt de l'Empire, et ne vont pas faire le service militaire non plus, ne vont pas
pas faire la guerre, ils sont là pour prier pour le souverain. Mais ces communautés religieuses vont donc prospérer en fait énormément sur l'Empire mongol. Si on compare à l'Empire romain, probablement on est frappé par les différences à cet égard, notamment quant à la religion. Cette idée que c'est une arme d'influence, c'est plutôt un cadre spirituel chez les Mongols qu'un dogme religieux, ce qui donne de la souplesse. C'est vrai. Et en même temps, ce qui est assez intéressant, je crois, c'est leur attachement au rituel, à l'effectivité du rituel, des rituels. Donc, ils sont prêts à essayer d'autres rituels, même si ces rituels sont associés à d'autres religions que la leur. Eux ont un panthéon de dieux qui est couronné par un dieu du ciel, Tengri. Le terme Tengri apparaît dans les documents jusqu'à la fin de l'Empire, donc ça reste le dieu le plus important. Les souverains mongols parfois se convertissent à l'islam, au christianisme, au bouddhisme, tout en maintenant leurs pratiques religieuses liées à cette spiritualité des steppes, tout en maintenant ce qu'on appelle le culte des ancêtres. On fait un culte à Genghis Khan, mais aussi à ses femmes, à ses fils. C'est aussi un rapport à la religion qui est intéressant, cette capacité à mêler comme ça les différentes traditions religieuses. Ils forcent les religieux à débattre devant eux à la cour, et ça fait partie de leur passe-temps favori. On demande aux grands représentants de l'islam de discuter avec les représentants du bouddhisme, etc. Et ça, Guillaume de Rubruck en témoigne aussi, il raconte comment lui-même s'est retrouvé à débattre avec d'autres chrétiens, les nestoriens, voilà. Avec le souverain aussi. Et avec le souverain qui écoute, qui se délecte donc de ces joutes verbales, voilà. Donc ils ont un intérêt. Ce que je trouve assez fascinant, c'est cet intérêt qu'ils ont, certes pour la multiplicité, mais aussi une idée qui n'est pas, ils ne veulent pas réduire à une religion, à une ethnie, à une langue. Ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est au contraire tout ce qui fait passer d'une culture à l'autre, tout ce qui est entre deux, tout ce qui est intermédiaire. Donc ils font établir des dictionnaires, ils font établir des tables qui permettent de passer d'une monnaie à l'autre ou d'un calendrier à l'autre. Il y a plusieurs calendriers qui sont utilisés dans leur empire. Donc ils sont très attachés à ces outils-là en fait, pour que les gens puissent vivre ensemble malgré leurs différences. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Vous parlez de monnaie, cela conduit à un autre chapitre essentiel. On retrouve la même idée d'un respect de la différence, probablement, c'est la question du commerce et du commerce international. Il s'agit moins de prendre la richesse des populations, qu'on ne peut même pas dire asservies, des populations qui sont entrées dans l'Empire, que de les aider à produire ces richesses qui ensuite finalement permettront la prospérité de tous. Oui, ils insistent beaucoup sur cette idée de la circulation. Il faut que ça circule, que les biens circulent, que les marchandises circulent, que les hommes et les femmes circulent, que les animaux circulent dans l'Empire. C'est ça qui va apporter, ce mouvement de la circulation va apporter à la fois un bien-être social, une harmonie, et puis va permettre la redistribution des richesses. Mondialisation, le mot est... La mondialisation, pour leur monde de l'époque, certainement. En tout cas, ce que je trouve important, c'est de voir comment les Mongols construisent leur rapport à leurs voisins aussi, aux autres. C'est-à-dire, on pense beaucoup aux Mongols dans la conquête, dans la guerre, etc. Mais les Mongols, très vite, font des contrats de commerce avec tous leurs voisins. J'ai parlé du sultanat mamelouk d'Égypte et de Syrie, mais ils font des contrats aussi d'échange avec le sultanat de Delhi au nord de l'Inde, avec aussi sans doute évidemment avec ça j'ai beaucoup travaillé dessus avec les Italiens, surtout les Vénitiens, les Génois, qui sont des partenaires privilégiés dans les échanges commerciaux avec les Mongols. Et dans les documents, on voit bien les Mongols disant voilà, on va mettre des taxes sur les échanges commerciaux, mais il faudra qu'elles ne soient pas trop élevées parce qu'il ne faut pas freiner les circulations. Donc dans le champ des relations avec les peuples asservis, je ne sais pas si l'adjectif est bienvenu, vous dites que cela évoque davantage quelque chose comme le Commonwealth que l'Empire français ou même que l'Empire romain. Moi, c'était un peu la comparaison qui m'était venue aussi quand j'essayais de travailler sur les différentes formes d'empire aussi. Même si le noyau dur des clans d'origine mongole reste. Absolument. Donc c'est autre chose. Et puis c'est avant le Commonwealth. Donc peut-être Commonwealth pourrait s'appeler... c'est souvent des collègues qui disent on devrait utiliser le terme horde pour des empires occidentaux. Ce serait intéressant de faire l'opération dans l'autre sens. Vous avez un esprit très dominateur, Marie Favreau. En même temps, je pense que voir la diversité des possibilités qu'offre la forme impériale comme organisation, je pense que ça peut nous donner aussi de l'imagination par rapport à nos propres constructions politiques contemporaines. Même si on n'est pas dans un héritage direct de l'Empire mongol, on peut essayer d'imaginer des formes d'organisation politique différentes. Et plus on connaît ces formes du passé, je pense plus on élargit notre répertoire des possibles. Comme toujours, la manière dont on perçoit l'impôt est également éclairante.
Oui, et j'ai beaucoup travaillé sur la manière avec laquelle les sujets acceptent de payer l'impôt. Pourquoi ils acceptent de payer l'impôt aux Mongols et ça, c'est quand même intéressant de voir que les Mongols vont faire choisir pour payer l'impôt, ils vont regarder ce que leurs sujets produisent de plus intéressant, de plus important. Donc ça va être les fourrures d'un côté, ça peut être éventuellement des lingots d'argent, mais c'est pas nécessairement des monnaies. On a toujours cette idée qu'on va payer les taxes avec en monnaie sonnante et trébuchante, alors que dans l'Empire mongol, on peut payer en soie, donc en fourrure, en perles. Donc moins les richesses immobiles qui sont là et qu'on voudrait éventuellement piller que une taxe sur ce qui bouge, ce qui se crée, ce qui... Exactement, qui peut être réutilisé, qui ne s'abîme pas en circulant aussi, ce qui peut poser parfois problème pour la soie, mais on sait que les soies étaient transportées d'une certaine manière pour faire en sorte que quand ça change de main, ça ne s'abîme pas trop. Et puis les Mongols ont utilisé aussi toutes les monnaies de leur sujet en les transformant, mais disant également qu'il faut, pour que les gens utilisent une monnaie, il faut qu'ils aient confiance. On peut pas forcer les gens à utiliser une monnaie dans laquelle ils n'ont pas confiance. Donc il faut maintenir des monnaies qui soient rassurantes pour les gens. Donc soit il faut qu'il y ait une image dessus ou une formule religieuse qui les touche. Et ils ont essayé de faire quand même quelques opérations un peu audacieuses du type utiliser la monnaie papier qui existait donc déjà en Chine à l'époque, oui. en Iran, dans l'ouest de l'Iran, autour de la ville de Tabriz qui est un grand centre commercial. Et ça a été une catastrophe, ça n'a pas du tout fonctionné. Les gens justement n'ont pas accepté, ils n'ont pas confiance dans cette monnaie. On a une monnaie, c'est de l'or, c'est de l'argent, ça peut pas être du papier. Et les gens se sont révoltés, ont tué les gouverneurs mongols. Et donc les Mongols ont laissé tomber cette expérience-là. C'est intéressant de voir que il y a des choses qu'on peut pas forcer, même quand on est l'empire le plus puissant du monde, loin de là. Et autour du commerce, les Mongols avaient vraiment conscience que du côté des marchands, il faut les attirer, il faut les séduire, il faut les convaincre. Sinon, ça fonctionne pas. Ça permet aussi de s'enrichir. Est-ce que c'est une société très hiérarchisée, très très inégale dans la manière de vivre ? Oui, c'est une société où la hiérarchie est extrêmement importante. L'organisation sociale repose sur la hiérarchie, le lignage, mais chacun doit recevoir en fonction de son statut dans la société. Donc l'idée, c'est un partage. Mais ce partage, il n'est pas égalitaire dans le sens où chacun ne reçoit pas exactement la même chose, mais reçoit en fonction de son statut. Mais chacun doit avoir une place. Ce qui est aussi assez intéressant, parce que quand on voit les missionnaires qui prônent la pauvreté, qui arrivent comme Guillaume de Rubruck, un peu les mains vides, ça perturbe beaucoup l'organisation mongole, puisque quelle place leur donner à ces missionnaires-là ? Pas de cadeau, pas de... Alors, ils vont prendre de force certaines choses en disant ce sera comme office de paiement pour vous recevoir chez nous. Et Guillaume de Rubruck, par exemple, fait faire partie aussi de ces missionnaires qui vont aussi changer un peu et ils vont se rendre compte que montrer l'extrême pauvreté ne marche pas dans cette société mongole, ça passe pas du tout. Donc c'est aussi intéressant de voir comment des deux côtés on va essayer de dialoguer, puisque Guillaume de Rubruck c'est quelqu'un qui va vivre un certain temps dans l'Empire mongol, rentrer, en témoigner, il va pas être mis en danger, il va être protégé finalement par les Mongols. Il va même être emmené d'une place à l'autre, etc. Donc ils vont le respecter malgré un premier abord très compliqué pour eux. Qu'est-ce que c'est que cet homme qui vient les mains vides et qui veut même être pieds nus alors qu'il fait moins 40, etc. Enfin, je pense que ces rencontres-là, elles font changer et les Mongols et les Occidentaux. Je voudrais, Marie Favreau, que nous braquions un instant l'attention pour rendre les choses encore plus concrètes, sur le cas des relations avec la Russie. C'est une lecture d'ailleurs qui aujourd'hui est très différente, que ce soit du côté des héritiers des Mongols ou du côté des Russes. Oui, parce que en fait, dans l'historiographie russe, à partir du 19e siècle, très clairement, la période mongole, qui dure jusqu'à quand même 3 siècles, donc c'est vraiment une période importante, du 13e au 16e, les relations avec les Mongols sont très fortes, et pourtant, dans les ouvrages des historiens russes, elle a été perçue, cette période, comme négative, voire n'ayant eu aucun impact majeur sur la culture russe. C'est complètement faux. Et évidemment, quand on regarde les documents et qu'on voit en plus à quel point les sujets russes étaient tellement importants pour les Mongols et à quel point les princes russes, souvent mariés à des princesses mongoles quand même, passaient du temps dans les hordes mongoles. On se dit que c'est impossible qu'il n'y ait pas eu d'influence, etc. Et puis après, quand on travaille ne serait-ce que sur la langue, sur les documents, on voit cette influence à l'œuvre. Mais c'est vrai qu'il y a eu un discours donc plutôt moderne, en fait, même à partir sans doute ancré dans les sources du XVIe siècle en Russie, qui a montré les Mongols comme des barbares, n'ayant eu aucun impact aucun impact positif en tout cas sur les principautés russes. Ce qu'on voit quand on approche la question de la horde, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle Moscou, la Moscovie, enfin l'émergence de Moscou, c'est un héritage direct de l'Empire mongol, puisque Moscou n'était qu'une
petite ville parmi d'autres au moment de la conquête mongole, à la moitié du XIIIe siècle. Et qu'elle est devenue la principauté la plus importante parce que les souverains descendants d'Alexandre Nevski ont en fait fait confiance au pouvoir mongol et se sont entendus très bien avec le Khan, le Khan, et ont organisé le paiement de l'impôt et donc ont visité la horde régulièrement. Et ces rapports en fait très forts entre ces princes de Moscou et ces souverains mongols vont permettre à Moscou de se dégager et de devenir la principauté dominante, très clairement sous Ivan le Terrible. Ça, c'est sûr, au XVIe siècle, il n'y a aucune discussion là-dessus. Comme vous pratiquez une histoire, c'est un des charmes de vos travaux, Marie Favreau, qui est sur plusieurs échelles, à la fois les généralités, les réflexions dont nous avons besoin sur l'ensemble de ces Mongols dont nous parlons ce matin, et en même temps, vous attachez à des épisodes tout menus et presque instantanés. On découvre avec vous le face-à-face de la rivière Ugra en 1480, face-à-face absolument ambivalent. Oui, alors cette scène, je la trouve absolument fascinante. Donc ce face-à-face entre l'armée du tsar, de celui qui deviendra le tsar russe, enfin Ivan... et Ahmad Khan, donc le Khan mongol, en face à face. Donc c'est une époque où les sujets russes ont profité de troubles intérieurs dans la horde pour ne pas payer l'impôt sur plusieurs années. Donc c'est un impôt annuel. Le tribut, si vous préférez, n'a pas été payé. Et donc les Mongols sont là pour rappeler que maintenant il faudrait payer l'impôt puis les arriérés, etc. Donc il y a une tension autour de ça. Et les Mongols se rapprochent en fait, donc des principautés russes. Les Russes s'organisent et se retrouvent en face à face sur cette rivière. Et pendant presque une année, ils se regardent en face à face et rien ne se passe. Un chien de faïence, voilà. Je ne sais pas comment on dit ça en mongol. En tout cas, pas de combat. Quand moi j'ai été étudiante et que je lisais sur cet épisode aussi les interprétations d'historiens russes, on disait les Mongols n'ont pas été capables. Cette fois-là, c'est une défaite des Mongols. Ils n'ont pas été capables de traverser la rivière, de battre le prince russe. Et donc, ils sont revenus dans la steppe. Donc, c'est une grande victoire. 1480, c'est la fin de la horde. C'est la grande victoire des Russes. Mais en fait, quand on regarde les documents russes, on sait que qu'est-ce qui s'est dit au sein du camp russe, c'est on a une chance inouïe. Les Mongols sont arrivés, ont fait démonstration de leur force. Et puis heureusement, ils ont accepté de repartir paisiblement. Mais voilà, on a eu vraiment de la chance. Et donc, ils n'ont pas du tout perçu ça comme une victoire. Loin de là. Au contraire, ils se sont dit, oula, il faut quand même qu'on s'organise pour continuer à payer, pour faire face à ce pouvoir qui est toujours extrêmement présent. Et donc, ça a été perçu, au contraire, du côté mongol, du coup, comme une victoire. On n'a même pas besoin de se battre pour montrer à quel point on est dominant. Et attention, on est toujours là. Et donc, je trouvais que cet épisode était effectivement intéressant pour montrer aussi comment ces rapports de force évoluent entre les princes russes et les souverains mongols, et comment ils ne sont pas seulement d'ordre militaire. Enfin, il y a aussi d'autres questions, d'autres enjeux, des échanges, de lettres, qui sont importantes aussi. On montre qu'il y a une diplomatie extrêmement active. Il me semble que quand on écrit l'histoire de ces périodes-là, c'est important parfois de s'arrêter sur des personnages, sur des scènes qui nous sont décrites avec beaucoup de précision dans les sources. Et sur les biographies, vous les restituez, ces hommes-là dans le... Je voulais qu'ils soient vivants pour les lecteurs. Je voulais qu'ils soient vivants. Je voulais que les gens comprennent un peu et qu'ils puissent se mettre à leur place aussi, en partie. Je pensais beaucoup à mes étudiants qui me demandaient finalement, mais qu'est-ce que c'est la horde? Qu'est-ce que c'est vivre dans la horde? Qu'est-ce que c'est vivre en nomade à cette époque? C'est très différent de la vie nomade actuelle quand même. C'est des hordes extrêmement puissantes. C'est des gens qui sont au pouvoir. C'était important pour moi d'utiliser, par exemple, ce qu'aurait raconté Rubruck, mais aussi d'autres voyageurs, et de raconter un peu qu'est-ce que ça pouvait être au quotidien. D'être membre de la horde et j'espère effectivement pouvoir continuer à transmettre sur ces questions-là. Marie Favreau, je voudrais vous demander pour finir comment vous pourriez résumer l'influence de la horde sur l'histoire du monde. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette civilisation telle qu'elle était, si originale, et aussi pourquoi ce souvenir a été tellement déformé? Mais je crois que on peut pas parler d'un héritage direct de cette période des XIIIe, XVIe siècle sur notre période actuelle. Ce qui manquait
il me semble, c'est un jalon, en fait, dans l'histoire. Un lien entre le monde médiéval et le monde moderne, c'est ça que vous nous proposez. Parce que, en fait, quand on connaît tous, on a tous étudié Christophe Colomb, etc., mais Christophe Colomb, on sait qu'il avait lu Marco Polo. Qui a pu l'influencer. Exactement. Et en tout cas, que la vision du monde telle que les Mongols l'ont proposée, tout ce que les Mongols ont changé dans les rapports entre les communautés, les possibilités de l'Empire mongol, dans le voyage aussi, dans les rencontres, ça a donné lieu au XVIe siècle. Et ça a évidemment transformé les uns et les autres. Donc je voulais vraiment montrer que il fallait pas penser à un héritage direct actuel, mais montrer que sans cette période mongole, il y a tellement de choses qu'on ne comprendrait pas, qu'on ne peut pas comprendre. Dans aussi les espoirs qu'ont pu avoir tous ces marchands qui partent à partir du 15e, du 16e, du 17e siècle vers l'Asie, et puis ces idées de commercer autour des épices, des perles, etc. Tout ce que cela doit à cette période mongole, en fait. Et c'est pour ça qu'il me semble que c'est essentiel de ne pas travailler seulement sur l'empire mongol, mais sur ce que j'appelle le grand échange mongol. Et c'est ça l'héritage, c'est vraiment ce qui va au-delà des frontières de l'empire. C'est comment les Mongols ont atteint d'autres cultures et se sont eux-mêmes transformés. Donc, je suis contre l'idée de dire, les nomades, après, ils retournent à la steppe. Ils ont eu cette expérience, puis après ils retournent à la steppe et ils sont comme avant à nouveau. Non, pas du tout. Les Mongols d'après l'Empire ne sont plus les mêmes. Les nomades d'après l'Empire ne sont plus les mêmes non plus. C'est une expérience qui a touché toutes ces cultures, nomades et sédentaires. Ignorance, non prise en compte de cette spécificité, de cet héritage, pas partout, tout même forcément en Mongolie, on s'y attache. Ultime archive, si vous voulez bien, Marie Favreau, c'est une archive de 1954, en avril, qui évoque la remise du corps de Gengis Khan dans un mausolée. Là encore, on est en pleine légende, vous allez nous le dire. C'est un extrait de Paris vous parle. Une dépêche venue de Chine communiste, de l'agence Chine Nouvelle, annonce que le corps du grand conquérant mongol Gengis Khan, l'homme qui fut à un temps le maître absolu de la moitié du monde connu, a été aujourd'hui, 23 avril, replacé solennellement dans le mausolée où il avait été inhumé il y a 7 siècles, au cœur de la Mongolie intérieure. Gengis Khan, ou mieux Chinggis Khan, l'empereur inflexible, était mort en l'an 1227 au bord du fleuve Jaune alors qu'il mettait le siège devant la ville de Ningya. Pour complaire à son vœu posthume, quand la ville fut prise, la population entière fut égorgée. 2 ans plus tard, devant le mausolée que la piété chinoise vient de remettre en état, son successeur Ogotai ordonna un dernier et honorable sacrifice. Durant 3 jours, on offrit à ses mânes des repas de viande de chasse, arrosés de ce vin que produit la fermentation de lait de jument. Puis, 40 des plus belles filles, choisies dans les familles nobles, et parées de riches vêtements et de bijoux, furent sacrifiées, et avec elles, une sélection des plus beaux chevaux. Et tous s'en allèrent servir le grand Khan de Mongolie dans l'autre monde. On retrouve, Marie Favreau, l'idée de barbarie, les massacres, oui. Tamerlan et ses têtes de mort. Et puis c'est vraiment particulièrement intéressant puisqu'on sait que le corps de Gengis Khan n'a jamais été retrouvé. Il a été enterré dans un endroit tenu secret. Sans doute, on pense à la montagne Burhan Khaldun aujourd'hui en Mongolie, mais on n'en est pas certain. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que ce personnage-là, soit il est dépeint comme effectivement un barbare, dont on rejette tout impact positif sur les civilisations, soit dans ce cadre-là, vous voyez, les Chinois récupèrent quand même l'idée qu'un culte à Gengis Khan sur leur propre sol, ce serait pas inintéressant pour souder les populations mongoles qui vivent en Mongolie intérieure aujourd'hui, donc sous pouvoir chinois. Donc en fait, c'est à certains moments, on voit une volonté d'essayer de récupérer ce Gengis Khan ou cet empire mongol, et puis à d'autres moments, une volonté au contraire de rejeter en disant c'est trop éloigné de notre idée de l'État-nation. On ne peut rien en faire dans notre histoire nationale. En revanche, dans d'autres pays, l'Iran, la Chine, l'Asie centrale, la Russie, il y aurait un intérêt en fait des États modernes à occulter cet héritage. C'est ce que vous nous démontrez. À occulter et en tout cas à montrer que si quelque part s'il y a du retard par rapport à la modernité, c'est certainement parce que les Mongols nomades n'ont pas apporté la productivité suffisante, n'ont pas permis un développement positif. Donc effectivement, dans les histoires nationales, dans tous ces pays-là, on a tendance à dépeindre très largement l'expérience mongole comme une expérience négative. Et pourtant, j'ai des collègues historiens qui peuvent montrer dans tous ces pays-là aussi, par les sources qu'ils ont découvertes, en archéo, en histoire, que c'est une expérience extrêmement riche, extrêmement intéressante. Mais évidemment, on n'est pas réductible à une idée ultranationaliste de l'État. Donc, Eh bien, Marie Favreau, maintenant que votre livre est paru,
ils vont avoir beaucoup plus de peine à continuer à perpétuer ces légendes. Vous avez en fait offert en français, même si votre livre a d'abord été écrit en anglais, vous l'avez traduit vous-même, Étrange Odyssée. Vous offrez une toute première histoire globale de la Horde, en tout cas de cette partie de la Mongolie et des Mongols qui a été du côté de l'Occident. Comment les Mongols ont changé le monde, la Horde, paru chez Perrin en 2023, dont je rappelle qu'il a obtenu le Grand Prix des rendez-vous de l'histoire de Blois. Et puis Marie Favreau, comme vous ne négligez pas le ruissellement du côté de la jeunesse de votre compétence et de vos découvertes, vous avez, comme beaucoup d'historiens et d'historiennes de votre génération, vous n'avez pas dédaigné la bande dessinée, vous y êtes adonné à ce péché nouveau. Oui, j'ai beaucoup apprécié, ça m'a beaucoup appris en fait de travailler avec un dessinateur, d'aller chercher le détail des costumes, aussi réduire l'histoire à quelques phrases pour faire entrer dans les bulles. Moi, je me suis passionnée pour le scénario de bande dessinée et aussi en faire une bande dessinée qui est fondée sur les sources, sur ce qu'on sait, sans les notes de bas de page, qui est toujours très très dur pour un historien. Votre œuvre s'appelle Gengis Khan, tout simplement. Gengis Khan et l'Empire mongol. C'est quelle édition ? Petit à petit. 2021. 2021. Vous avez également coordonné un numéro récent de la revue L'Histoire, notre chère revue L'Histoire, qui s'appelle La Chine sous tutelle, numéro 483 de mai 2021. Et puis vous vous êtes aussi mué en commissaire d'exposition. Racontez-nous ça. C'est une exposition qui a lieu à Nantes, dans le château des Ducs de Bourgogne. Oui, c'est une exposition intitulée Genghis Khan, comment les Mongols ont changé le monde. Et l'idée de cette exposition, c'est de pouvoir montrer au public pour la première fois des objets en venant de Mongolie qui sont actuellement qui étaient au musée Genghis Khan à Ulaanbaatar. Vous êtes allé les chercher vous-même ? Que les Mongols et nous-mêmes avons choisi, et en particulier dans ces objets qui datent, pour beaucoup, du XIIIe, XIVe siècle, certains viennent des fouilles archéologiques toutes récentes en Mongolie. Donc l'idée, c'était aussi de pouvoir montrer, ce qui est très rare en fait, des objets qui viennent d'être découverts, et montrer aussi à quel point, pour les Mongols aujourd'hui, c'est extrêmement important pour leur histoire nationale de se constituer aussi un patrimoine autour de ces nouveaux objets qui apparaissent, qui sont des nouvelles sources aussi pour nous. Donc c'est une histoire qui est en train de s'écrire. Et je pense qu'il va y avoir encore plein de découvertes dans les années à venir. Il y a naturellement un catalogue qui est précieux de l'exposition, une histoire en mouvement, nous aimons beaucoup ça. Merci de nous avoir conduits sur les chemins de votre passion, de votre exploration, de votre curiosité et de l'efficacité de vos écrits, chère Marie Favreau. À disposition de notre auditoire, naturellement, comme toujours, sera une bibliographie complète offerte sur notre site avec des références et documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission pour vous persuader définitivement qu'on n'a pas assez bien compris les Mongols et qu'ils ont été essentiels dans l'histoire du monde. Merci Marie Favreau. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée précieusement par Inès Benslama, réalisée précieusement par Vincent Abouchard, enregistrée précieusement par Romain Luquiens, avec à la discothèque Keating Wang, avec Véronique Jolivet pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel et pour la documentation Timothée Fernandez Lopez. Sali